tous et bienvenue dans Génération Nomade, le podcast qui parle de liberté, de famille et d'aventure. Je suis Aurélie de la famille My Nomade et chaque semaine je vous emmène à la rencontre de familles incroyables qui ont entrepris le projet fou de réaliser leurs rêves. Ensemble, découvrons cette génération qui redéfinit le sens de la liberté. Quelle est leur histoire, quels sont leurs défis et surtout quelle est la clé pour devenir une famille nomade ? Attention, ce podcast risque de déclencher chez vous des envies de changement. Vous êtes prévenus. C'est parti pour un nouvel épisode de Génération Nomade. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valérie du compte Instagram Ma Tribu en Vadrouille. C'est donc une aventure nomade qui démarre en 2017. À cette période, Valérie décide de changer de vie et part à la découverte du monde avec son mari et ses 3 enfants. Et quelques années plus tard, c'est en maman solo qu'elle choisit de poursuivre l'aventure. Une formation en ligne, un premier livre déjà disponible et 2 autres en préparation. Elle joue avec les mots pour se construire sa propre liberté. Valérie, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui dans cet épisode et je vais commencer par te demander de te présenter. Merci à toi pour cette présentation. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à rajouter de plus. Oui, voilà, ça va faire 7 ans que je suis nomade, avec mes enfants, dont, les 5 dernières années, en tant que maman solo et voilà, Et cette année, nous sommes sur l'île Maurice. Là, ça va ouais, faire, 10 mois bientôt où nous nous sommes posés, mais généralement, je reste entre 2-3 mois, dans chaque pays. ouais, ok. Et tu voyages donc, il n'y a pas de véhicule, tu voyages entre guillemets en sac à dos, comme on dit, donc avec tes enfants et les affaires à chaque fois que vous vous déplacez. C'est ça. En fait, je ne conduis pas, donc on se déplace qu'avec les transports en commun. Je prends des locations la plupart du temps, Ouais. au mois et en effet, ouais, c'est sac à dos, valise à roulettes, plus pratique, je trouve et Oui, voilà, on bouge pas non plus tous les 2-3 jours, donc on a le temps de se poser, de s'installer, puis de repartir en train, bus, avion. avec tous les Voilà, moyens de transport qui sont disponibles. c'est ça. OK. Alors, avant de commencer à parler justement un petit peu de ton parcours nomade, j'aimerais que tu nous dises à quoi elle ressemblait ta vie avant de partir sur les routes pour poser un petit peu de contexte. Alors déjà, je travaillais pas du tout, sur internet. Je travaillais dans le milieu de la petite enfance. Ouais. J'ai commencé à travailler très jeune, à 19 ans, dans des crèches, des haltes garderies en tant qu'animatrice. Puis, je suis partie, en Tunisie, là où j'ai rencontré le père de mes enfants justement, donc il y a plus de 20 ans. J'étais animatrice enfant dans des mini-clubs, donc toujours avec les enfants dans l'animation et les 10 dernières années, j'étais ATSEM dans une école maternelle. Donc voilà, OK, une vie, bien réglée, sédentaire, standard. avec Et qu'est-ce qui fait voilà. alors à ce moment-là que de cette vie, standard, dans laquelle, tu as des règles de base, comment est-ce que tu switches du coup sur partir sur une vie nomade? Alors il y a eu plusieurs choses. Déjà, j'ai toujours rêvé, de voyager, hein, depuis toute petite, c'était mon rêve. Ado, voilà, je rêvais de faire le tour du monde, donc il y avait déjà cette envie de voyage qui était là. Ensuite, eh bien, au bout de 20 ans justement dans le milieu de la petite enfance, il y avait une certaine, lassitude, même si j'aimais Mmh. beaucoup mon travail, j'ai toujours eu un bon feeling avec les enfants, mais voilà, il y avait quelque chose, voilà, j'étais trop, dans une routine justement, mes enfants à moi, mes filles, les plus grandes en tout cas, allaient à l'école du matin au soir, enfin je faisais beaucoup d'heures, je travaillais 10 heures par jour, donc elles étaient les premières à rentrer à la garderie, elles enchaînaient avec l'école, garderie le soir. On se voyait quoi? Un peu le soir, les week-ends, les vacances, bon, comme, Mmh. beaucoup de personnes vivent ça. Sauf que j'avais l'impression de pas profiter de mes enfants à 100. Et puis un jour, un souci de santé, en fait, m'a fait lever le pied, m'a fait arrêter. J'étais obligée d'arrêter de travailler pendant 1 an, heu et c'est cette année-là, en fait, où, je m'ennuyais. Donc j'ai commencé à traîner un peu sur les réseaux sociaux. C'est la première fois que j'allais sur internet Mmh. et un jour, je suis tombée, sur l'interview d'une jeune fille, qui était nomade digitale. Donc ça m'a intriguée. En plus, elle travaillait dans la rédaction web. J'ai découvert ce métier aussi, par la même occasion et je me suis dit: «Tiens, c'est chouette, ça serait trop bien».
Voilà, sauf qu'à l'époque, il y avait très peu de familles, nomades digitales. Il y avait beaucoup de jeunes, de la vingtaine, trentaine, sans enfants et puis en fouillant bien, j'ai quand même, trouvé quelques familles, qui vivaient de cette façon. Alors, il y en a beaucoup plus maintenant, je trouve, Oui, 7 ans après, qu'il y a 7-8 ans, mais j'ai fini par en trouver. Je me suis dit, voilà, donc je ça m'a fait tilt. Je me suis dit: «C'est ça, c'est ça c'est que je veux faire». possible. Ouais. Tu vois que c'est Voilà, possible, donc du coup, c'est quelque chose dans lequel tu peux te projeter. voilà et donc on en a parlé en famille aussi parce que bon, c'est quand même un gros changement de vie. Heu, voilà, donc à l'époque, j'étais avec le papa, donc lui, venait de perdre son emploi, donc ça tombait bien, OK. il était OK avec ça. Les enfants, ma cadette, au début, a eu beaucoup de mal parce qu'elle était dans une petite école de village, où ça se Ouais. passait très bien, elle avait tous ses amis. Donc au Mmh. début, elle a beaucoup pleuré, elle voulait pas quitter sa maison, pas quitter son école, donc ça a été, compliqué aussi pour moi parce que j'ai dit: Ouais. «Mince», voilà, je voulais pas l'obliger non plus, mais bon, je me dis que les enfants qui sont sédentaires, qui vont à l'école, n'ont pas forcément le choix aussi de vivre cette vie-là. Donc voilà, la grande était ravie et puis mon fils avait 2 ans, donc lui, tant qu'il était avec la famille, ça va Ouais. et OK. finalement, ça fait 7 ans. Voilà. OK. Et comment est-ce que vous formalisez ça, du coup, entre le moment où tu te dis: «Ça pourrait être une bonne idée parce que c'est possible et que finalement le timing est bon» et le moment où vraiment vous partez? Il se passe combien de temps? Il s'est passé 1 an. OK. Donc pendant 1 an, alors au début, le jour où on l'a décidé, on était, au Danemark. On était en échange de maison OK. et on est resté 3 semaines, au Danemark et on s'est dit: «Oh là là», mais en fait, on n'avait pas envie du tout de rentrer Ouais. et même les enfants, ils avaient pas du tout envie de rentrer. On avait envie de découvrir, parce qu'on n'a jamais beaucoup voyagé avant, donc Ouais. c'est vraiment une grosse découverte et donc au retour, je me suis renseignée sur le métier de rédactrice web et alors à l'époque, il y avait pas de formation justement en ligne, il y avait, c'était des formations en présentiel très chères où je pouvais pas accéder. Mmh. Donc je me suis un peu formée sur le tas en autodidacte et j'ai commencé comme j'étais toujours, enfin après j'ai été opérée plusieurs fois dans l'année, donc voilà, j'ai pas repris le travail tout de suite. Donc je Mmh. me suis formée, comme ça, je me suis lancée, sur des petites plateformes pareil. Avant, ils demandaient pas forcément le numéro de Siri tout de suite pour Ouais. participer, c'était beaucoup plus Ouais. simple, je pense, de démarrer et puis, petit à petit, bah, voilà, le premier mois, j'ai gagné 30 €. J'étais contente, j'ai dit: «Ah bah, Ouais. je peux vivre de mes écrits», C'est donc possible. Ouais. voilà, c'est possible et petit à petit, bon, bah, ça a vite pris, en fait et on a décidé de vendre la maison, de vendre, tous nos meubles, tout ce qu'on avait, hein. OK. Donc ça a été assez vite, la maison s'est vendue très vite et on a pu partir 1 an après. OK. Donc au bout d'1 an, tu as déjà trouvé le moyen de gagner ta vie et de poursuivre ça. Vous partez avec un petit peu d'économie aussi, donc je pense que ça te laisse aussi le temps de pouvoir développer tes activités et d'avoir un revenu qui soit suffisant, c'est ça? Voilà, alors on avait, très peu d'économies, vraiment OK, très, très peu, puisque ça faisait que 5 ans qu'on avait acheté la maison donc en d'accord. fait, ça a servi à rembourser tous les Oui, crédits c'est surtout. ça. Hem, mais voilà, je gagnais très peu aussi les premiers mois forcément, mais la vie nomade fait que, ben, on peut, justement, je trouve que c'est plus facile à gérer, au niveau Mmh. des finances parce que, ben, on a pu aller dans des pays où la vie est beaucoup moins chère qu'en France Mmh. et du coup, le fait de gagner beaucoup moins, bah, nous permettait quand même de réussir à vivre, Mmh. sachant qu'une vie nomade, c'est pas partir en vacances, on fait pas des visites tous les jours, on prend le temps, quoi. On reste, 1-2-3 mois au même endroit, enfin pour ma Ouais. part en tout cas, dans ma vision de la vie nomade Mmh. et même si les 2-3 premiers mois, on a peut-être fait beaucoup de visites parce qu'en plus on est parti en juillet donc on avait l'impression d'être en vacances justement. Ouais. Mais on s'est dit: «Ouh là là, va falloir, se calmer sur les visites payantes et sur les restaurants, sur voilà». Parce que, ben, voilà, c'est pas des vacances, c'est une vie à long terme donc Il faut tenir sur mais la durée. voilà, sur la durée, mais on peut, voilà, choisir, les pays, où s'installer voilà, un minimum et voilà, quand Mmh. les finances sont basses, ben, on peut toujours aller dans des pays, où le coût de la vie, en tout cas, n'est pas cher Mmh. et quand on a un peu d'argent d'avance, on avait été plus enfin, il y a quelques années, je suis allée en Angleterre avec mes enfants Oui.
Je leur ai Mmh. payé les studios Harry Potter parce que j'ai 2 fans, d'Harry Potter. Voilà, donc on peut se permettre de temps en temps de faire des extras, mais on fait très attention. OK. Et à partir de ce moment-là, est-ce que, ça t'arrive d'avoir un moment, de doute, de stress durant les premiers mois où tu te dis: «Ouh là là, est-ce que vraiment ça va tenir? Est-ce qu'on va y arriver?» Ça t'arrive d'avoir ce questionnement-là? Alors, pas vraiment, pas après être partie, mais OK, la veille du départ. En fait, ouais. peut-être 2-3 jours avant vraiment de partir. Même pas l'année où on a préparé parce que, voilà, on était à fond dans les préparatifs, on était Tu excités et dans le tout. projet. Mmh. Mais c'était vraiment quand on s'est retrouvés, quand on a quitté la maison, déjà elle a été vendue, on n'avait plus de meubles, plus rien. Et quand on a pris notre premier Airbnb, dans le village, enfin, ouais, à côté du village où on habitait avant de partir, là, je me suis dit, oui, là, j'ai eu un petit peu peur, j'ai dit: «Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait?» On retire les enfants de l'école. J'étais fonctionnaire territoriale, donc ouh là là, je quitte la fonction publique pour, créer mon entreprise. Voilà, il y a eu une peur à ce moment-là, quand Mmh. vraiment, ça commençait vraiment à se concrétiser, pardon. Ouais. Mais après, une fois partie, non, au contraire, je me suis dit: «Mais pourquoi j'ai pas fait ça avant?» Vous partez, dans quel, pays sur les premiers mois? Bah, les premiers mois, comme on n'avait jamais vraiment trop voyagé, on n'a pas voulu s'éloigner trop, donc on a fait l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Mmh. On est ensuite passé en Tunisie, puisque toute, heu, toute mon ex-belle-famille vit là-bas, donc les enfants ont pu voir les cousins, la grand-mère, un peu toute la famille et profiter parce qu'on y allait, on allait les voir tous les 3-4 ans, mais toujours, 2 semaines en vacances. Là, on a pu rester, 4 ou 5 mois, je crois, la première fois. Donc finalement, voilà et c'est comme ça à chaque fois quand on va voir la famille, en fait, on reste plus longtemps qu'avant. On reste plusieurs mois, plusieurs semaines et finalement on profite mieux. J'ai l'impression que ça fait plus de souvenirs et donc voilà, les premiers mois, on s'est cantonnés sur l'Europe du Sud et l'Afrique du Nord. Donc, petit à petit, cette organisation s'installe et fonctionne bien. Et puis arrive un moment où vous décidez, de vous séparer. Alors, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas l'objectif, mais simplement Mmh. pour, au moment où tu comprends que ton histoire est en train de se terminer, est-ce que tu te poses la question de savoir si c'est envisageable de continuer? Comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là? Ça a été une période très compliquée. Mmh. Hem, on était sur l'île de Bornéo et voilà, ça faisait quand même avant le départ, hein, que ça allait pas très bien. Donc forcément, d'être 24 heures sur 24 ensemble, 7 jours sur 7, ça n'arrange pas les choses. Il faut que le couple soit vraiment solide, je pense, avant de partir et oui, une fois que j'ai pris la décision, j'ai pour moi, dans ma tête, bah, la vie nomade, c'était fini. Voilà, je m'étais dit: «Non, on va retourner en France et puis, voilà, ça va être très compliqué de continuer, ou alors peut-être des petits voyages à droite à gauche». Donc ouais, c'est un peu la mort dans l'âme, c'est plus ça, en fait, qui me faisait souffrir parce que les enfants ont quand même assez bien pris. J'ai de bons rapports avec le papa, donc je pense que ça aide aussi. Mais c'était voilà, bon, ça a été difficile cette période où on est justement rentrés en France plus tôt que prévu et voilà, j'ai pris un Airbnb au début avec les enfants. Lui, a trouvé un appartement et a repris son ancien métier. On a quand OK. même réussi à discuter et le fait aussi qu'il soit, tunisien, il n'a pas été élevé aussi de la même façon. Voilà, il faut savoir qu'en Tunisie, les hommes sont beaucoup moins impliqués dans l'éducation des enfants, c'est beaucoup les femmes qui s'occupent, des enfants. Donc au bout de 3-4 mois, sur place en France, on en a discuté. Déjà, il était toujours OK pour que les enfants continuent, l'instruction en famille, ça, il y avait pas de souci. Hem et puis au bout de 3-4 mois où il était très pris par son travail, voilà, il a très peu de congés, il travaille, parfois les week-ends aussi. Voilà, je lui ai demandé si je pouvais essayer de repartir, pendant 2 mois. On est Ouais, partis, bah, juste avant le covid, parce qu'il y a eu ça aussi après, c'était juste, ouais. juste avant, le début du covid et
Et je suis partie 2 mois à Tenerife, aux Canaries, avec les 3. OK. J'appréhendais par contre le fait de me retrouver, seule avec les 3 parce que j'ai quand même mon travail et puis en fait ça s'est super bien passé. Donc C'était quoi tes peurs à ce moment-là, juste avant de partir pour ces 2 mois, solo avec les 3 enfants? alors mon fils était encore bien jeune, Mmh. il avait quel âge? Il avait 4 ans. Donc c'était un petit garçon neuroatypique, dans la famille on est tous un peu au potentiel TDAH, TSA, bon, c'est un peu mélangé. Du coup, c'est des enfants, je veux dire pas plus difficiles à s'occuper, mais disons que les crises émotionnelles sont beaucoup plus fortes. Ouais. C'est un peu plus difficile à gérer et j'avais peur de pas réussir à gérer au niveau travail, en fait, de pas pouvoir gérer, bah, mon travail et m'occuper des enfants, même si mes filles sont quand même, grandes et heureusement elles m'aident, elles m'ont beaucoup aidée justement. Et comment tu fais alors justement pour, réussir à équilibrer ça? Est-ce que tu mets en place, un planning ou est-ce que tu fais au jour le jour? On essaye de fois de faire des plannings, mais on n'est pas du tout une famille, organisée niveau planning, on n'aime pas trop les routines. Donc là, bah, ces 2 mois-là, bah, disons qu'il y a eu une période, avant, covid et après covid, je dirais. Le Ouais. covid, ça a été un mal pour un bien pour nous parce que, bah, le premier confinement, en fait, on était dans un appartement, bah, pas dans une petite maison, on avait quand même un petit jardin, mais on est resté 2 mois enfermés parce qu'on était en plein centre-ville OK. et moi, je l'ai très mal vécu, surtout que j'étais la seule adulte, de la famille et donc j'avais personne vraiment à qui parler, même si c'était par téléphone, bon. Et là, il y a eu un changement parce que je me suis dit, que j'avais envie d'être avec d'autres familles, nomades, d'autres personnes avec les mêmes valeurs que moi et de loin, je suivais un petit peu il y avait un écolieu vers Perpignan que je suivais de loin OK. et après ce premier confinement, on a décidé de les rejoindre. Ça devait être pour 2 mois, finalement, on est restés 6 mois OK. et du coup, voilà, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Et surtout, bah, le fait que, c'était plus facile pour moi d'être avec d'autres familles, avec, bah, les enfants qui jouaient ensemble, de tous les âges, ados, Mmh. petits, grands. Hem et moi, j'avais plus de temps pour travailler, enfin vraiment, séparer un peu le côté pro et le côté famille et Mmh. même pour eux, c'était chouette d'avoir des copains, toute la journée. Moi, Mmh. j'avais des adultes aussi avec qui discuter toute la journée donc en fait, depuis 4 ans, on voyage beaucoup, en fait, en compagnie d'autres familles. Ouais. C'est à ce moment-là que tu as commencé à lancer, la Casa Nomade? Oui, oui, oui. On a commencé par le village nomade. OK. Donc c'était, oui, après le campus, 6 mois après, on est parti à plusieurs familles au Portugal, dans un camping. Ça a été très chouette. On est resté 2 mois, sauf que 3 jours après notre arrivée, il y a eu un gros confinement au Portugal, donc un confinement très strict. On n'avait pas le droit de sortir du camping, juste pour faire les courses. Bon, on a réussi à aller se balader un petit peu, mais vraiment très, très peu. Mais finalement, on l'a plutôt bien vécu, enfin ouais, on l'a bien vécu même par rapport au premier, parce que, on était à plusieurs, on en était 5 familles, on se faisait des activités la journée. La plupart des parents travaillaient sur internet, Mmh. donc on travaillait souvent le matin, on se voyait pas trop le matin, mais les après-midi, les enfants jouaient ensemble, nous on se faisait des soirées, voilà, très sympa et par la suite, voilà, j'ai créé la Casa Nomade qui a duré 1 an. J'ai arrêté parce que c'était beaucoup de charge mentale pour moi, beaucoup d'organisation à faire, très compliqué de trouver aussi des lieux où plusieurs familles peuvent se rejoindre, voilà. Mais ça a été une belle expérience aussi la Casa Nomade avec plusieurs familles qui se rejoignaient, bah, dans des locations, dans des campings. Hem, voilà, je prenais des animateurs en woofing aussi, Mmh. pour qu'ils puissent, suivre les envies des enfants, leur proposer des activités et mais bon, au bout d'1 an, j'ai arrêté parce que voilà, justement, j'étais seule à tout gérer et que c'était trop pour moi. On a eu des petites galères aussi, d'animateurs qui devaient venir, qui venaient pas, qui voilà, il y a eu des petits soucis, C'est la sur partie plusieurs choses. logistique. Voilà et Mmh. trouver des lieux Mmh. qui puissent accueillir les nomades en véhicule, les nomades en location comme moi, parce qu'il y en a pas mal,
qui sont nomades sans véhicule aussi. Mmh. Du coup, je payais plus cher les logements. J'osais pas faire payer trop cher, les familles, donc en fait, j'ai très vite été en déficit. Mais Oui. ça a été, une belle expérience, Mmh. voilà, qui me donne des idées aussi pour le futur. Mmh. C'est une grande communauté, la communauté nomade. Aujourd'hui, tu as construit tout un réseau autour de toi? Alors je sais pas s'il y a plus de familles nomades, aujourd'hui ou si justement je suis baignée dans ce milieu maintenant. J'ai quand même l'impression qu'il y en a de plus en plus parce que, c'est plus facile aujourd'hui, de travailler à distance, heu, voilà, que ce soit à son compte ou pour une entreprise. Plus facile de se lancer parce qu'il y a beaucoup de formations en ligne. D'ailleurs, moi j'ai créé ma formation parce que mes premiers abonnés justement m'avaient demandé de leur apprendre la rédaction web et à l'époque, il y avait pas de formation, en rédaction web en ligne. Donc à la base, je l'ai créé vraiment parce qu'on me l'a demandé. Donc je Mmh. l'ai voilà, puis, bon, ça fonctionne toujours. D'ailleurs, j'ai certaines anciennes élèves qui sont devenues nomades, par la suite. J'ai beaucoup d'élèves, qui veulent devenir, nomades autour du monde, soit en véhicule, soit sans véhicule. Et je crois qu'il y a aussi un effet, peut-être depuis le covid, de vouloir passer du temps ensemble et personnellement, je pense qu'on est fait pour vivre en mode tribu quand même, voilà, c'est quand même plus simple de prendre soin les uns des autres, d'organiser des activités ensemble, enfin, en tout cas, nous, c'est ce qui nous convient le plus. Je reviens juste un petit peu en arrière. Tu as parlé de ta formation que tu as développée, donc on va revenir un petit peu après Mmh. sur ce point-là. Mais juste pour remettre dans l'ensemble, donc tu as développé du coup ta formation. En même temps, tu t'es beaucoup investi dans l'éducation des enfants. C'est quelque chose que tu as fait en simultané. Comment tu as réussi à t'organiser justement? C'est cette partie communauté qui t'a permis d'équilibrer ton temps pour pouvoir partager entre les enfants et ton travail? Oui, beaucoup. C'est beaucoup plus Mmh. simple depuis qu'on est à plusieurs. Mmh. Hem, Au début, ça a été difficile, mais j'avais le papa les 2 premières années qui était là, donc il gérait Oui. beaucoup le plus jeune. Parce que mes filles sont assez autonomes. Il y a eu aussi un changement, de ma part vis-à-vis, de l'instruction en famille, c'est-à-dire que j'étais en plus, je travaillais dans une école maternelle pendant longtemps, donc j'étais assez, vraiment dans le système scolaire, cadré. Ce qui fait que les 2 premières années, j'ai pris des cours par correspondance pour mes filles, qui étaient, voilà, la plus grande avait 13 ans quand on est partis. Donc j'avais cette peur-là aussi de, qu'elles aient des lacunes, qu'elles puissent pas étudier plus tard, voilà. Donc ça a été les 2 premières années ont été, oui, difficiles à ce niveau-là parce que j'avais beaucoup de travail, je mettais ma formation en route, il y avait l'éducation des filles parce que mon fils avait 2 ans donc lui, je l'ai il était libre. Je faisais rien de spécial avec lui et c'est justement grâce à lui que je me suis posé des questions parce que je l'ai vu évoluer comme un enfant de maternelle. Il dessinait, il se mettait à dessiner tout seul, il prenait les ciseaux, il découpait, il s'entraînait, enfin, je l'ai vu évoluer positivement. Je l'ai vu, être très enthousiaste dans les apprentissages et là, j'ai commencé à me poser des questions, à me renseigner sur le unschooling, les apprentissages autogérés. Ma fille aînée m'en parlait déjà, ça faisait longtemps qu'elle regardait des documentaires sur les écoles démocratiques, le unschooling et elle m'en parlait. Au début, je voulais rien savoir, ça j'étais vraiment, fermée à ça. Puis petit à petit, c'est les enfants m'ont montré que c'était possible en fait, que je pouvais leur faire confiance dans leurs apprentissages et qu'en fait, un être humain apprend toujours, par lui-même. Enfin, on est toujours en train d'évoluer, de vouloir apprendre Mmh. et d'autant plus quand on a rencontré d'autres familles, qu'on passe du temps avec eux, je trouve qu'il y a aussi un partage de connaissances, d'expériences et donc petit à petit, j'ai lâché prise sur les apprentissages et je dis pas que c'est plus simple parce qu'une famille qui fera l'instruction en famille avec des cahiers, à suivre un programme, alors ils ont juste à suivre le programme. Le unschooling, il faut quand même être à l'écoute de ce qu'ils ont, de leur passion du moment, en fait et les nourrir, trouver des trouver des activités, des ressources, en fait et c'est peut-être encore un peu plus difficile quand on est nomade, sans véhicule parce qu'on a très peu de pla on a très peu de place pour amener,
du matériel et puis en voyageant aussi, ils apprennent beaucoup en voyageant. On visite beaucoup de musées et tout. Donc voilà, j'ai commencé une fois que j'ai eu lâché prise là-dessus, ça a été plus simple quand même, je trouve, de tout concilier, même si, tout n'est pas parfait, hein, c'est pas rose tous les jours. Il y a des moments où je doute. Après, j'ai la chance aussi de ne pas avoir à travailler 8 heures par jour. Je travaille, allez, 4-5 heures par jour à peu près. Donc je décale, les enfants, bah, je les réveille pas comme la première année où je mettais le réveil, tellement j'étais formatée, je mettais le réveil à 7 heures. Ben, là, ils se lèvent quand ils ont plus sommeil, en fait. Ils dorment le temps qu'ils veulent. Donc je travaille très tôt le matin. Moi, je suis une lève tôt, donc je préfère travailler tôt le matin. Donc j'ai toujours pris l'habitude de travailler, avant qu'ils se lèvent, surtout mon fils, parce que bon, les filles, elles sont autonomes et retravailler un peu le soir. Des fois pendant leur temps d'écran aussi. Ta grande fille aujourd'hui, quel âge a-t-elle? Elle a 21 ans. 21 ans. Et si je dis pas de bêtises, elle est pas avec vous en ce moment? Si, elle est avec nous. Elle Alors est OK, elle est revenue avec nous. OK, Elle a tenté la vie sédentaire, pendant ouais, 7 mois. OK, Heu, voilà, c'était, une expérience. Mais bon, en plus, elle était en colocation, donc ça s'était pas super bien passé. ouais, Hem, je pense que le fait de vivre une vie un peu atypique, nomade, ça leur ouvre aussi l'esprit et je pense qu'ils réalisent pas qu'en fait, enfin si maintenant elle réalise elle, mais mmh, qu'il y a quand même une différence avec les jeunes bah, de leurs âges qui ont vécu, une vie un peu plus formelle. d'accord, Hem, donc voilà, au bout de 7 mois, elle a demandé à revenir, avec nous. Donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'elle est revenue, avec nous, d'accord, qu'elle voyage avec nous. OK. Et aujourd'hui, elle a développé son activité? Oui, aujourd'hui, alors elle se cherche encore un petit peu, hein, mais Bien sûr. elle a une très belle écriture. Elle aime beaucoup OK, écrire aussi. J'ai 2 filles passionnées d'écriture et de lecture. ouais, Et donc elle a écrit son premier roman qu'elle OK. a qu'elle a publié, enfin qu'elle a auto-édité parce qu'on est en auto-édition toutes les 2, Mmh. qu'elle a auto-édité, en décembre, dernier. Elle en a fini un deuxième là qui va bientôt sortir et elle est en OK, train d'écrire un troisième. Voilà, donc OK, et c'est grâce à elle d'ailleurs que j'ai repris l'écriture de romans parce que, OK. elle est beaucoup dans des groupes d'auteurs en fait, auto-édités qui vivent très bien de leurs livres. Mmh. Hem Et moi, voilà, moi je suis de la vieille école. Donc, pour moi, c'était pas possible de vivre de ces romans, mais si, grâce à internet maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus faciles qu'avant Ouais, et c'est voilà, aujourd'hui, elle écrit ses livres. Elle en vit pas encore, à 100 hein, mais elle aime aussi rester avec nous, voyager, voir son frère, sa sœur. mais Donc pour c'est l'instant, bien c'est une parce vie que qui lui convient. ouais, mais c'est très bien. Mais c'est bien aussi parce que ça nous permet, de voir qu'avec un peu de recul, un enfant qui a, grandi, en tout cas une bonne majorité de sa vie, entre guillemets, «scolaire», dans un cadre Mmh, nomade, peut aussi, assez tôt puisque, 21 ans, c'est très jeune quand même malgré tout, peut aussi construire de vrais projets professionnels et commencer à construire un avenir, sans aucune difficulté. tout à fait et je pense qu'elle Mmh. aurait bien aimé, elle, commencer bien avant l'instruction en famille. Elle s'est jamais plu à l'école, elle s'ennuyait. Heu, voilà, elle a connu le harcèlement aussi, elle en parle, dans son livre. Mmh. Voilà, je pense que le fait de les laisser, en fait, apprendre à leur rythme, ils vont, comment dire? Ils vont appuyer sur leurs forces, Mmh. ils vont développer, en fait, leurs compétences encore plus et même s'ils ont certainement des lacunes, hein, sur certains points, sur des sujets qu'ils n'aiment voilà, ils ne voient pas l'intérêt d'étudier ça pour l'instant. Bah, c'est pas très grave en fait parce que justement ils vont mettre toute leur force dans ce qu'ils aiment et approfondir, beaucoup plus leurs compétences. Ça fait que les enfants en général, les ados en unschooling commencent très tôt, voilà comme la chanteuse Billie Eilish, je prends souvent en exemple,
qui a été en unschooling et qui a réussi, une belle carrière dans la chanson parce qu'elle a commencé très tôt, qu'elle a pu avoir le temps de se perfectionner à fond là-dessus. Voilà, donc Sarah, ma fille aînée, bah, elle dessine très bien aussi, elle est très manuelle, elle fait du crochet, elle fait du dessin. Donc il y a plein de choses qui l'intéressent et comme je leur dis, bah, à mes 3 enfants, hein, je leur dis que, bah, ils peuvent commencer un métier puis changer après. Enfin voilà, on n'a pas besoin de se cantonner à une seule activité. Faut voilà, faut suivre ses passions, moi je trouve et aller Ne vers ce pas qui nous fait chercher, sens. ouais, ne pas chercher à rentrer dans une case et au contraire, aller tester les choses, voir un petit peu ce que ça donne et adapter au fil de l'eau, quoi. C'est ça. Mmh, OK. Si tu avais un conseil à donner justement à une famille qui se pose des questions sur le homeschooling, qui est peut-être, en interrogation par rapport, souvent au regard des autres aussi, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Mmh, bah, de lâcher prise surtout Mmh. et de faire confiance à ses enfants. C'est pas facile pour les parents. Moi j'ai mis, bien 2 ans pour vraiment, lâcher prise et encore parfois, enfin plus maintenant, mais jusqu'à il y a quelque temps, j'avais quelques doutes, parfois, mais peut-être parce que je vois mes filles qui sont plus grandes maintenant et je vois qu'elles ont bien évolué. Hem, Bah, je me dis: «Voilà, j'aurais pu leur faire confiance plus tôt, heu et les laisser gérer». Mais je comprends que c'est pas facile pour les parents parce que, bah, surtout si on a été à l'école nous-mêmes, voilà, on a été Mmh. assez cadrés toute la vie scolaire. Voilà, il faut se dire: «Ben, qu'est-ce qu'on en retient de l'école? Est-ce qu'on a tout, retenu? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir la moyenne dans toutes les matières?» Voilà, moi je suis vraiment sortie de ça complètement maintenant et je leur fais confiance, à 100. Même si on a l'impression qu'un enfant ne fait rien finalement, il apprend. Heu, je le vois avec ma cadette qui elle n'est pas du tout enfin, je pensais qu'elle n'était pas du tout scolaire, donc elle quand on est partis elle avait, 9 ans, je crois, elle avait à peine 9 ans. Hem et elle passait son temps plutôt à chahuter en classe, à discuter, donc elle avait souvent des mots, des petits mots. Elle était pas du tout scolaire, même si elle avait un bon niveau scolaire, on va dire. Heu et depuis, bah, elle n'a pas refait de leçons de grammaire, d'orthographe, elle lit beaucoup par contre, elle aime lire. Elle a je quasiment jamais fait de maths, enfin, on fait des maths, du français dans la vie quotidienne en fait, il faut beaucoup d'activités, mais de la vie de tous les jours et finalement toutes les matières parfois se mélangent et se rejoignent et cette année là, sur l'île Maurice où on est resté assez longtemps, bah, i cette année, ils étaient en école démocratique, qui, on est venu vraiment pour cette école et il y a eu une réunion de parents d'élèves, en milieu d'année et là, j'ai été surprise, voilà, de voir que la bon, alors il y a des cours, hein, en fait, les enfants choisissent leurs cours, heu, ils choisissent les cours dans lesquels ils veulent aller. Il y a des matières académiques, français, maths, anglais, mais il y a aussi, d'autres matières, musique, broderie, théâtre, poterie, mosaïque, yoga, voilà, plein, ils ont vraiment beaucoup de choix et j'étais étonnée qu'elles choisissent beaucoup de matières académiques, justement et bah, j'ai vu sa prof de maths qui m'a dit, bah, qu'elle avait des lacunes forcément parce qu'elle n'avait jamais fait les fractions, par exemple, enfin pas approfondies, mais elle me dit: «Mais en fait, elle a un très bon niveau, voilà, elle arrivait à remonter facilement. En français, excellent niveau, très peu de fautes, mis à part la conjugaison, alors voilà, très, très peu de fautes, ça allait. En anglais, elle était, scotchée d'apprendre que, et moi aussi j'étais scotchée de savoir qu'elle parlait bien anglais, en fait. Mmh, parce que, bah, je lui ai jamais fait prendre de cours d'anglais, mais elle OK. écoute beaucoup de musique. C'est une Mmh. fan de musique, rock, elle écoute beaucoup de musique, rock anglaise et elle s'amusait à traduire, en fait, les chansons et c'est comme ça qu'elle a appris l'anglais et elle regarde aussi beaucoup les séries en VO. Donc en fait, elle a appris l'anglais toute seule, elle est quasiment bilingue et je l'avais pas remarqué parce que bon, elle le parlait pas, mais elle le Ouais, comprend bien très sûr. bien. OK. Et comment ça fonctionne justement? Donc, si tu peux nous dire un petit mot là-dessus, cette école démocratique pour laquelle tu es venue, sur l'île de la Réunion,
Comment tu as trouvé C'est cette école et c'est quoi le concept justement de ce mode, d'éducation? alors c'est sur l'île Maurice, qui est pas loin de la Réunion, Pardon, mais pas grave. excuse-moi. Heu et c'est alors l'école s'appelle l'Odyssée du savoir. Mmh. C'est une école, démocratique et alternative. Donc tout alors le concept, c'est que, alors il y a un côté primaire, un côté secondaire. Ça, je trouvais ça chouette qu'il y ait des secondaires parce que généralement dans les écoles démocratiques, enfin une fois arrivé à l'adolescence, voilà, il y a beaucoup moins de choix, je trouve, en école démocratique et alternative. Il y en a beaucoup qui veulent retourner au collège ou au lycée, traditionnel. Donc là, ils ont vraiment un côté secondaire, avec des enfants d'entre 11 et 18 ans OK. et le côté primaire, entre 5 et 10, 11 ans. En fait, il y a pas vraiment de niveau, ils sont tous mélangés par âge et ils sont 5, 6, maximum 10 par cours et c'est les enfants eux-mêmes qui font leur planning, en fait. Ils ont une sélection, ils leur proposent des cours et ils choisissent lesquels, ils veulent rejoindre. Bon, des fois, ils ont le choix entre 2 ou 3 cours, par exemple. Ils ont aussi des temps libres et à 15 heures, ils ont fini. En fait, ça voilà, c'est que le matin, à 15 heures, tout est terminé. Ils ont du sport aussi, enfin, ils ont beaucoup de choses, au choix et tous les lundis après-midi, comme dans les écoles démocratiques, ils font le conseil d'école aussi. Parce que les enfants participent, à l'élaboration des règles de l'école, des règles de vie, des projets, et même du menu de la cantine. Ils votent. Donc OK. Donc c'est vraiment un investissement. On investit les enfants, dans tout le projet. c'est ça, puis les professeurs sont bienveillants, ils sont formés à la communication non violente. C'est une école aussi inclusive qui accueille des enfants, en situation de handicap. Ils ont une section un peu spécial needs. Il y a aussi des enfants qui viennent d'une association, les Anges du Soleil. Ce sont des familles, plutôt défavorisées de l'île, donc c'est l'association qui règle les frais de l'école. OK. Ce qui fait qu'il y a des enfants vraiment d'expats, des enfants mauriciens, des enfants, locaux, enfin vraiment toutes les cultures mélangées. Il y en a qui parlent que anglais, d'autres, que japonais, que français, créole. Mon fils, il a bien appris les gros mots en créole par contre, il le sent bien. Et ouais et pour Ça lui, ça a reste été une dur au école. début. Voilà. Pour lui, ça a été OK. dur à la rentrée, le premier mois parce que, ben, du coup, il avait jamais été à l'école. Ouais, c'était Donc ça a sa été, première fois. c'était sa première fois. Donc les 2 premiers mois jusqu'aux vacances d'octobre, là, ça a été, compliqué. Il voulait pas forcément y aller tous les jours. Je pense que c'était plutôt le nombre d'enfants autour de lui, OK. enfin qu'il a voilà, qui lui et puis il le fait, ben, même si c'est une école démocratique et libre, il y a quand même des horaires, il y a quand même une cloche quand Mmh. le cours est fini. Enfin, il y avait plein de petites règles comme ça, où il a fallu qu'il s'adapte. Mais sa référente, qui est l'animatrice Montessori, parce qu'ils ont une salle Montessori aussi, Mmh. est très douce, bienveillante. Elle a pris le temps et aujourd'hui, ça se passe très bien. Donc, vous l'avez laissé, faire à son rythme finalement, son C'est ça. intégration qui a pris un peu plus de temps Oui, et il a fini par s'y faire, sans problème. voilà, les 2 premiers mois, il a manqué quelques journées, c'était pas très grave. Mmh. Là, ils sont vraiment très à l'écoute et puis ils font plein d'activités, il fait de la menuiserie aussi, enfin voilà, il fait voilà. Pour l'instant, ça lui plaît. Alors ça Mmh. leur plai ça leur voilà, ça lui plaît, ça leur plaît, mais il y a quelques mois, je leur ai demandé s'ils voulaient, continuer parce que là, voilà, j'étais un peu perdue, moi, si je pouvais, j'aurais continué, Ouais, la vie nomade, mais voilà, je sentais surtout que mon ado de 16 ans avait besoin de se poser un petit peu ouais, et finalement, c'est eux qui m'ont demandé de repartir. d'accord. OK. Pour toi, ça a été difficile, cette pause de un an à peu près? De te sédentariser pendant un an? Alors, ça fait pas tout à fait 1 an, ça fait 9 mois, mais oui, c'est la OK. période la plus longue qu'on ait fait Ouais. depuis 7 ans. Au début, non, parce que c'est quand même l'île Maurice, donc c'est Mmh. quand même chouette. Il y a On pire. est allés voir les dauphins, il y a quand même beaucoup de choses à voir. Ouais. On s'est fait des amis aussi sur place, voilà, on a fait des superbes rencontres, pas comme d'habitude, hein, on rencontre toujours Mmh. bien des super familles. Donc non, les premiers mois, franchement, c'est passé vite. Enfin voilà, on a visité l'île.
Après, ça reste une île, donc on fait quand même assez vite le tour. Là, aujourd'hui, Ouais. on a visité pas mal de choses. Hem et le fait d'être, on est à Flic-en-Flac, un petit village, pas très loin de l'école et puis au bord de l'océan. Mmh. Il y a des jours là où on a même plus envie d'aller à la plage, même si elle est paradisiaque, parce que, il y a plus ce côté, d'émerveillement, de découverte et je Mmh. crois que c'est ça qui nous manque en fait et on se dit: «Mais» quand on arrive dans un nouvel environnement, il y a tout ce côté, voilà, de tout découvrir quoi, les lieux, la nourriture, les gens, donc là, oui, depuis quelque temps, je suis pressée de repartir et heureusement Ouais. que mes enfants m'ont dit qu'ils voulaient repartir. Je serais restée s'il avait fallu, mais là, on a tous envie en fait, de Tout le monde a repartir et de besoin de ouais, de reprendre un ouais, petit peu, son petit shoot d'adrénaline, de retrouver la découverte, de visiter un c'est ça. endroit, toute cette partie-là. OK. Et puis, Hem, les enfants, même s'ils ont aimé l'Odyssée du savoir, ils ont aussi envie de reprendre le unschooling à la maison parce que c'est quand même ça reste quand même si c'est des petits groupes à l'école, en famille, c'est quand même plus personnalisé et mmh, voilà, si je sais que si mon fils, il se met dans du bricolage, qu'il veut faire ça pendant 2 3 heures, il pourra le faire. mmh, Donc et c'est ce côté-là aussi qui lui manque, et à ma fille aussi, voilà, de faire vraiment en fonction d'eux-mêmes et et pas en fonction, des cours, et des horaires. OK. Donc ça reste une, très bonne expérience. Là, aujourd'hui, tu continues simplement à écouter leurs besoins, donc tu retournes sur du unschooling. Est-ce que tu penses que dans l'avenir, c'est quelque chose qui pourra se reproduire de nouveau, de se reposer pendant un certain temps et peut-être envisager une nouvelle école démocratique? S'il me le demande, oui. Mmh. Après, je pense que c'est ça la vie nomade, le unschooling, c'est s'adapter tout le temps. Il y a pas vraiment de normes et de on s'écoute, nous, je sais, enfin, notre fonctionnement à nous, tous les 4, on se fait de temps en temps un petit conseil de famille, Mmh. heu, où on discute, des choses qui vont pas, où voilà, je leur demande aussi leur avis sur, les après, je leur demande pour les prochaines destinations, mais heu, tant qu'on est ensemble, tant qu'on est avec d'autres amis aussi, ils aiment bien revoir leurs amis nomades aussi, donc là, cet été, on va les revoir. Hem, voilà, ça les ils ont pas forcément de destination préférée. Enfin si, l'hiver prochain, ils veulent aller à la neige. Ouais, Ça fait quand même 2 3 ans qu'ils nous demandent d'avoir la neige, ouais. heu et le froid parce c'est vrai qu'on commence à saturer un petit peu de la chaleur. Je crois que tu comprends. Oui, tout à fait. C'est vrai que Donc c'est quelque donc chose, on a ouais. tendance à aller, dans les pays où il fait chaud, il fait beau parce que c'est super agréable. Mais c'est vrai que du coup, il arrive un moment où on se dit, «C'est pas mal aussi quand il fait un peu froid, retourner voir Ouais. le froid». C'est ça là, OK. quand on voyait la famille, les amis en France cet hiver, limite alors eux nous enviaient d'être à l'île Maurice, mais nous, on les enviait d'avoir froid, d'avoir les bonnets, les manteaux. Donc là, je crois que ça va faire 7 ans qu'on n'a pas eu de vrai hiver, OK. heu, à part au Maroc l'année dernière où on a eu un peu Ouais. froid, mais bon, ça restait un hiver doux. Oui. Hem, mais ouais, ça fait 7 ans qu'on n'a pas eu de vrai hiver et ils ont jamais non, ils ont jamais vu à part ma grande, mais les 2 Mmh. plus jeunes n'ont jamais vraiment vu la neige Ouais. donc c'est Donc prévu ce qu'on s aille à la neige l'hiver prochain, voilà. OK. Ça va être un beau Ouais, cadeau pour tout le monde. c'est Hem, ça. si, aujourd'hui, qu'est-ce qui te paraît le plus difficile à gérer en tant que maman solo dans cette vie nomade? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te paraît, difficile, un peu compliqué parfois? Bah, c'est toujours, gérer le côté pro avec le côté familial. Mmh. C'est un peu, bon, pas avec mes filles, enfin, j'ai la chance d'avoir des grandes donc souvent, ma fille aînée, s'occupe du plus jeune qui est très demandeur. Lui, il a du mal à jouer et s'occuper tout seul. Mmh. Donc on arrive à s'arranger. Elle a 21 ans, elle peut l'amener dehors, enfin voilà, il Mmh. donc je dirais que c'est plus simple pour moi maintenant. Après, c'est vrai qu'une maman solo qui aurait que des petits, je crois que c'est ce côté-là de gérer côté pro, côté famille Mmh. et aussi, la charge mentale qui est quand même parce qu'on s'occupe de tout. J'ai Mmh. beau essayer par contre d'impliquer mes filles, c'est quand même à moi d'organiser, les Les transports. Là, on voyages? part bientôt Ouais. de l'île Maurice, hein, on part Mmh. dans 2 semaines. Mmh.
bon, bah, c'est moi qui ai tout organisé, chercher, voilà, réfléchir, où on arrive, l'hôtel, les transports, comment on va faire les courses, enfin voilà, tout ce côté-là, Mmh. de logistique où, je suis seule à réfléchir à tout ça. Ouais. Qui est une sacrée C'est partie, mine de rien. mmh, J'imagine, seule avec cette charge-là, ça doit être, quelque chose. Hem, Là, du coup, tu t'es posée pendant 9 mois. mmh. Tu de revenir dans ce schéma-là de logistique et de remettre ça en place? Non, parce que j'ai déjà connu, donc ça Mmh. va. Mais, oui, c'est sûr que j'avais aussi, ce besoin quand, voilà, quand je leur ai proposé d'aller à l'école démocratique, puisque c'est moi qui leur ai proposé, j'avais ce besoin aussi de souffler un petit peu de mon côté Mmh. et voilà, ça bah, là, par exemple, ce matin, mon fils n'est pas là, il est à l'école, il est à l'Odyssée du savoir. Bon, ma fille, elle, la cadette, ça y est, elle a décroché, elle y va plus, Mmh. mais du coup, je peux, voilà, je peux faire ce podcast «tranquillement» entre guillemets, sans qu'ils viennent me parler toutes les 2 minutes. Mais voilà, je pense que ça va me manquer là de travailler dans le silence, le calme. Mais bon, ça va être tout un rythme à reprendre, là, je le réveillais à 7 heures tous les matins. Alors ça, il m'a étonnée parce qu'il n'a jamais râlé une seule fois. Enfin, il s'est levé toujours levé avec le sourire, OK. alors qu'il avait pas l'habitude d'être réveillé et on me disait souvent, «Oh là là, mais tu les laisses dormir, des fois jusqu'à 10 heures midi, mais comment ils vont faire plus tard et tout?» Bon bah là, j'ai vu que cette année, je l'ai réveillé à 7 heures, pas de souci, il s'est levé, Mmh. c'est Ouais, moi-même, il ça me faisait mal s'adapte. au cœur des fois de le réveiller. Ouais. Il s'adapte, Mais finalement, à la manière oui, dont on les gère, quoi. et c'est ça en fait, ils s'adaptent, à tout Mmh. et une fois, quand ils seront adultes, bah, ils s'adapteront encore, encore plus facilement. Ça Donc restera des adultes, de toute voilà, façon. OK. c'est ça. Hem, Et du coup là, je travaillerai pendant enfin, il se lèvera plus tard normalement, donc j'aurai le temps de travailler, avant qu'il se lève, normalement. mmh. Oui, puis tu retrouveras de toute façon le moyen d'équilibrer ça pour continuer à avancer. Hem, du coup, au final, si on revient là-dessus, tu écoutes, le besoin et le rythme de tes enfants, mais tu écoutes aussi le besoin et ton rythme à toi. Vous avez fait cette pause-là qui t'a permis, toi aussi, de pouvoir, détacher un petit peu toute la partie logistique et cetera. Parce que c'est vrai, je confirme que quand Mmh. on voyage comme ça régulièrement, alors quand c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça va, mais mine de rien, ça fait quand même une partie logistique à organiser et je peux comprendre que, en étant seule à avoir cette charge-là, c'est un poids qui, au bout d'un moment, on ait besoin d'une pause. Mais finalement, tu écoutes tes besoins aussi, vous faites une pause, mais tu continues à écouter tes besoins en repartant, sur la route avec tes enfants. Voilà. Après, Mmh. comme j'ai dit, c'est pas tous les jours rose non plus, hein. Mmh. C'est pas, c'est pas facile tout le temps non plus, hein. Il y a des périodes où on doute et des périodes où on est fatigué. Je prends de l'âge aussi, enfin j'ai 46 ans, je fatigue et mais bon, voilà, mes enfants grandissent et je me dis, c'est peut-être les dernières années où on peut faire ça aussi, enfin où ils sont avec moi en tout cas. Quoique, ils peuvent très bien continuer aussi, en vivre en mode tribu, avec Mmh. moi et d'autres familles. Mais oui, il y a la fatigue, qui est là pas mal, mais je fais souvent une petite sieste en début d'après-midi. Je prends une demi heure, 1 heure pour moi où voilà, ils savent que je suis dans la chambre, je m'allonge. Je dors ou je dors pas, mais au moins, je fais une petite pause. Tu peux Moi, adapter, généralement voilà, mon fils, il aime bien parce que c'est son heure des écrans pendant ce temps. Donc mais OK. on essaye en tout cas, ouais, de s'écouter, même si c'est pas toujours facile parce que justement, moi, j'ai pas été formée à la communication non violente, à tout ce que j'ai découvert grâce à la vie nomade, en fait, toute l'éducation positive, bienveillante, voilà, je faisais pas ça du tout avant. Je fonctionnais beaucoup aux punitions, à tout ça, enfin et finalement, je vois une différence, en tout cas, entre mon fils qui avait été bien élevé comme ça, de façon positive et mes filles Mmh. qui ont été élevées peut-être un peu plus strictement. Mmh. Bah, je le vois aujourd'hui dans ses réactions à lui, en tout cas. OK. C'est quoi exactement, tu peux donner un exemple, de différence?
Heu, Bah, par exemple, là, je stressais pour le podcast parce que j'arrive mieux à Ouais. j'arrive mieux à m'exprimer par écrit et ce matin, avant de partir, il m'a dit: «Maman, si tu es trop stressée, fais un petit peu de méditation». Il a commencé à me faire faire des petits exercices de respiration. Ouais. Bah, jamais mes filles auraient fait ça avant, enfin et puis quand ils voient que je commence à m'énerver, parce que oui, ça m'arrive, je Ouais. commence à m'énerver, à être de mauvaise humeur un jour où je leur crie un peu dessus, bah, c'est lui en fait, bah, les voilà ma cadette va elle aussi s'énerver donc il va y avoir un Ouais. conflit, mais lui, tout de suite va me dire: «Maman là tu es énervée, tu devrais, aller respirer ou Ouais. sortir de la pièce». Enfin voilà, c'est lui qui nous dit souvent, ce genre de choses. Je me dis: «Waouh, à 9 ans, il a conscience de ça», même si lui quand il s'énerve par contre il voit plus du tout là. Mais Ouais. mais quand il voit les autres s'énerver, ouais, il dit: «Allez respire un petit peu, fais gonfler ton ventre», voilà, c'est Ouais. donc ça il a appris, avec avec nous, enfin on a appris ensemble, hein, avec au contact d'autres familles et à l'Odyssée, du savoir aussi je pense, ils font beaucoup de méditation et de retour au Mmh. calme. Ils étudient beaucoup les émotions Mmh. donc Donc je il vois la arrive à différence. identifier, oui, il arrive à identifier le conflit C'est ça. qui commence et il rentre pas dedans, il arrive à prendre le recul pour stopper les choses, Alors quand ça se OK. passe pas avec lui, puisque si lui il est dedans, là il voit Ouais, plus rien. Il ouais, il ouais. se laisse déborder par les émotions, mais même moi j'arrive mieux à gérer, je m'énerve quand même moins, je crie moins que quand mes filles étaient petites où j'étais sédentaire et on était tous fatigués, énervés de la journée, on s'était pas vus de la journée. Les seuls moments, là bon on s'énervait pour les devoirs aussi, parce qu'il fallait faire les devoirs, enfin voilà, Mmh. c'est tout un autre rythme et Mmh. finalement c'est beaucoup plus apaisant, c'est même s'il y a toujours un peu de conflit, hein, forcément, mais ça reste quand même on arrive à en parler, c'est de mieux en mieux. Voilà. Tu pas cette pression du temps, du résultat, de l'horloge, de toute cette partie-là qu'on peut avoir dans une vie sédentaire, quoi. Ah oui, c'est ça Mmh. et ça ouais, ça me manque pas du tout et c'est vrai que ouais, ouais, ouais. Là, bah, encore plus quand ils vont revenir en unschooling, où Mmh. je mettrai plus le réveil le matin pour eux. Mmh. Enfin même moi, je mets même pas le réveil, moi je me lève, à 5:30, 6 heures du matin, mais naturellement en fait Mmh. et finalement on arrive à suivre notre propre rythme biologique et je sais que moi je préfère travailler le matin, ma fille cadette elle est plutôt du soir. Mon fils aussi fait beaucoup du soir souvent, à 9 heures du soir, il me demande à faire de l'écriture, enfin il veut écrire la liste, je sais pas, il veut faire un peu de Ouais. il veut faire des activités en tout cas, souvent le soir. Bah, j'essaie de suivre. Ouais. Hem, alors tout à l'heure, tu parlais justement du fait, des potentielles évolutions, de tes enfants, des modes de vie qu'ils pourraient avoir. Dans 10, 15 ans, est-ce que, tu t'imagines toujours nomade, à te balader un peu comme ça sur les routes du monde? Ou est-ce que tu penses qu'à un moment tu vas vouloir te poser et te sédentariser de nouveau? Sans forcément rentrer dans un schéma, métro boulot dodo, mais en tout cas te poser? Moi non, je me vois pas me poser du tout. Là déjà je me suis posée 9 mois, c'est je crois que c'est ma grosse, grosse limite. Mmh. Me poser 3 mois, 6 mois, oui, peut-être, mais non, dans 10, 15 ans, je me vois bien continuer tant que, je pourrai au niveau de la santé, voilà. Ouais. Par contre, bah, mes enfants après, ben, ils verront, hein, par eux-mêmes. Ouais, bien Ils sûr. testeront, voilà, je sais pas du tout, là ma fille cadette, parle peut-être de se sédentariser l'année prochaine, enfin dans 1 an ou 2. Elle aimerait, devenir pompier. Pour l'instant, ça change beaucoup. OK, Donc elle se renseigne, voilà, pour être pompier volontaire, et pourquoi pas pompier professionnel après. OK, Mais à voir, voilà, si ça change pas d'ici là. bien sûr. Mon fils, lui, a toujours connu la vie nomade justement, donc lui, ça a été un des premiers qui nous a dit: «Mais c'est quand qu'on change de maison? C'est quand qu'on repart?» Il a eu du mal là ces derniers enfin, même s'il s'est fait des copains à l'école, pour lui le voyage, c'est un peu sa vie. Donc Mmh. je sais pas s'il arrivera un jour à se poser. On y Mmh. verra. Mais ce que je sais, c'est que je me vois toujours nomade, mais par contre, pas toute seule, en OK. compagnie d'autres familles, voilà, dans des écolieux, des collectifs, des co-living, parce que, bah, aujourd'hui, il y a beaucoup de co-living. Je suis justement en train d'écrire un article dessus sur mon blog en ce Ouais. moment.
qui va bientôt sortir, mais qui parlera, enfin, ça fait des semaines, j'essaye de lister en tout cas des co-living qui acceptent les familles nomades, D'accord. parce que des nomades digitaux, il y en a beaucoup, il y en a vraiment Mmh. beaucoup. Et il y a 26 000 co-living dans le monde entier, peut-être un peu plus maintenant, mais aucun n'accepte les enfants. Donc c'est vraiment pour les nomades digitaux, célibataires ou en couple, mais sans enfants. C'est pas fait du tout pour les enfants. D'accord. Et je trouve Est-ce qu'il y a un manque à ce niveau-là, ouais. de Est-ce que de tu peux lieux nous qui accueillent. expliquer, justement ce que c'est exactement qu'un co-living? Alors, un co-living fait en tout cas pour les nomades digitaux, ce sont des lieux où, les travailleurs du web, et nomades arrivent. Donc il y en a un peu partout sur la planète. Ils ont chacun leur chambre ou un petit appartement privé et il y a des espaces communs. Donc il y a souvent une cuisine commune, un salon commun, il y a souvent une salle de coworking aussi et des activités organisées soit par le lieu, soit par, les nomades eux-mêmes. Donc il y a souvent des cours de yoga, des cours de sport, voilà, où ils font des sorties ensemble, voilà. Après pour les familles, il y en a mais ils sont pas vraiment répertoriés, il y a beaucoup d'écolieux en fait qui acceptent aussi les familles, pour venir un certain temps. Donc je suis en train de les répertorier, ça prend du temps parce que, heu, c'est très anglophone et les familles nomades anglophones sont beaucoup mieux organisées à ce niveau-là. Le problème c'est que ou quand il y en a que ça quand ça existe, c'est voilà, c'est très anglophone et très cher aussi. Ouais, Donc OK. pas évident, Ça voilà, de trouver. Ouais, j'imagine. Mais du coup, ça peut être une ressource très intéressante, pour les familles nomades. Donc si tu travailles effectivement là-dessus, quand tu auras fini, on rajoutera le lien de ton article qui recense tous ces points de co-living, pour que les personnes puissent aller consulter et en prendre connaissance parce que je pense que ça peut être intéressant effectivement. Oui, puisqu'il y en a beaucoup qui veulent se regrouper, pour que les enfants aient des amis aussi et pour, Mmh. après quand je parle de co-living, ça veut pas dire, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'en collectif, on est tout le temps ensemble. Hem, alors que non, enfin moi je sais que je suis quelqu'un d'assez solitaire et pourtant, j'aime beaucoup le côté, co-living parce que, si on a envie d'être seul, on a quand même notre espace privé, on a une chambre ou, notre appartement. Mais dès qu'on a envie de voir du monde, il y a juste à sortir et on trouve d'autres familles avec les mêmes valeurs, les mêmes idées. On se fait des après-midi jeux de société, on se fait des soirées, très sympas. C'est souvent des lieux sans alcool, sans drogue, enfin voilà, donc c'est des lieux vraiment sains. Les Mmh. enfants, peuvent jouer ensemble, évoluer ensemble, tous les âges mélangés parce que ça, le multi-âge, je suis vraiment, consciente que ça apporte énormément aux plus petits et aux plus grands aussi. Mmh. Et voilà, donc ça veut pas dire qu'on est tout le temps, moi, il y a eu des jours où je restais, seule, enfermée, parce que j'avais pas envie de voir du monde, j'avais pas envie de discuter. Voilà, c'est souvent les enfants, en fait, eux, sont beaucoup plus souvent ensemble, Ouais. mais voilà, mais c'est très riche et c'est vraiment c'est plein d'enseignements. Oui, ça te donne la possibilité d'avoir, les 2 points de vue, si tu as envie de pouvoir échanger et de rencontrer du monde, tu peux sortir. Si tu as envie, au contraire, de te poser, de travailler ou simplement de pas échanger, tu peux, rester dans ton appartement ou dans ton logement. C'est ça, ou alors de faire Mmh. une sortie, que moi et mes enfants, par exemple, faire une sortie Mmh. en famille que nous 4 en famille, ou faire une sortie avec tout le monde, ou avec une partie des personnes, enfin voilà, c'est un peu une vie en mode, tribu, mais voilà, on n'est pas tout le temps en train de manger ensemble, on n'est pas à 100 on n'est pas du matin au soir tous ensemble. Mmh. Il y a pas d'obligation, c'est la manière dont chacun a Non, envie de vivre ça. voilà, OK, c'est ça. très intéressant. Je pense qu'effectivement, oui, ça peut être intéressant de rajouter le lien une fois que tu auras fini de répertorier tout ça, si tu le veux bien. Avec plaisir. Ça marche. Hem, aujourd'hui, comment est-ce que tu évolues? Est-ce que, tu lis beaucoup? Est-ce que tu te formes? Est-ce que, tu as des démarches particulières pour ça? Hem, je me forme un petit peu en OK. ligne.
Mais j'avoue qu'une fois que j'ai fini de travailler avec mes élèves en rédaction web, mes clients et mon blog, mes livres, j'ai un peu de mal à trouver du temps. Ouais, Donc ça dépend des moments. Mais je lis beaucoup, ouais, le soir. Le soir, j'essaie de lire, j'essaie de me renseigner, ben, beaucoup sur justement, en ce moment, la communication non violente. ouais. Hem et je crois que c'est beaucoup en observant aussi les autres familles. On a rencontré pas mal de familles, où personne n'élève la voix, où tout est a l'air fluide en tout cas Mmh. je crois qu'on voilà, on apprend beaucoup les uns des autres donc c'est pour ça que je trouve ça chouette de voyager à plusieurs, Mmh. et de vivre des moments avec d'autres familles, pour qu'on s'échange aussi des astuces, pour qu'on voit on approfondisse un petit peu, tous ces sujets. Mmh mh. OK, super. Hem, alors, où est-ce qu'on peut suivre tes aventures? Alors, bah, surtout sur mon blog, Ma tribu en Ouais, vadrouille, et j'ai aussi alors sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram et Facebook principalement. Heu, voilà, j'essaye de partager, le plus possible. Je me raconte pas tout non plus à 100, mais j'essaie je reçois beaucoup aussi de messages privés de familles, qui font l'instruction en famille de façon sédentaire en France, parce que ça ouais. devient compliqué. Donc il y en a beaucoup qui cherchent, à partir. Il y en Mmh. a beaucoup qui cherchent à partir en vie nomade ou à l'étranger, pour échapper un petit peu, à la nouvelle loi qui maintenant il faut demander, une autorisation pour instruire ses enfants à la maison, alors Mmh. qu'avant c'était juste, une déclaration. Sachant qu'il y a toujours un contrôle chaque année, que très enfin que dans 90 des cas ça se passe très bien. Mais maintenant ils refusent de plus en plus, voilà, les enfants, instruits en famille. Mmh. Donc malheureusement, il y a beaucoup de familles qui cherchent des solutions, bah, pour partir. Bah, comme je leur dis, il faut que ça soit quand même bien réfléchi bah, il y a justement beaucoup de mamans qui me contactent, qui veulent, partir à l'étranger avec leurs enfants et le papa reste en France pour travailler. OK. Je trouve ça très triste en fait, parce que, on en vient à là quoi, à Mmh. ne plus avoir des moments en famille, et à trouver des solutions comme ça. Bah, je leur dis que oui, c'est toujours faisable, mais à bien réfléchir, surtout quand on a des enfants, très jeunes. Mmh. Bah, toute seule, c'est pas facile tous les jours, en tout cas. OK. Justement, ces personnes qui peuvent te contacter ou qui pourraient te contacter, pour se lancer dans une vie nomade, si tu avais un conseil, à leur donner avant de démarrer, ce serait quoi? Bah, déjà d'avoir un peu d'argent d'avance quand même, d'avoir un peu d'argent de côté, soit de trouver le moyen de travailler, bah, tout en voyageant. C'est quand même le plus simple pour moi, c'est d'avoir un métier, sur internet. Mmh. Voilà, ouais, il y a la rédaction web, mais il y a aussi bien d'autres métiers, hein, montage vidéo, faire des montages vidéo, hem, écrire des livres, développeur web, enfin, il y a plein, graphiste, il y avait un ouais, il y a plein de métiers, qui peuvent se faire, de façon nomade et je trouve que, ben, déjà penser à un revenu, avant de partir, c'est quand même, c'est quand même, Mmh. une priorité. Mais après, de pas trop avoir peur et se lancer en fait, parce qu'une fois qu'on est parti, on se dit qu'en fait, on aurait pu partir avant, que qu'il y a cette peur-là de pas s'en sortir, enfin de pas y arriver alors que justement c'est assez flexible, la vie nomade est assez flexible, comme je disais au début, là si on n'a pas trop de moyens, on va plutôt dans des pays où la vie n'est pas chère et on peut toujours trouver, des logements, chaque mois je paye des logements, à différents tarifs et peut-être se regrouper avec d'autres familles aussi pour pas se sentir isolé. Est-ce que, aujourd'hui, avec le recul, tu regrettes de ne pas avoir fait la démarche avant? Oui, j'aurais bien aimé, mais d'un autre côté, je connaissais pas tout ça, donc finalement, une fois que j'ai découvert que c'était possible, ça m'a mis 1 an et bah, dans ma jeunesse, il y avait pas internet, hein, donc j'aurais pas pu. Tous les métiers du web n'existaient pas. Je me dis: «Bah, les métiers du futur, c'est pareil, ça va sûrement se développer avec, l'intelligence artificielle, tout ça». Donc oui, j'aurais bien aimé, connaître ça avant,
J'aurais aimé aussi connaître, le voilà, peut-être le seul regret que j'ai, c'est de pas avoir connu, un peu, toute cette éducation bienveillante, alternative, pour mes filles. Mmh. Puisque, voilà, j'étais une maman, assez cool quand même, mais qui utilisait quand même des violences éducatives ordinaires, Mmh. comme on en parle souvent. Donc j'aurais, je crois que c'est mon gros regret, ouais, de pas avoir connu, tout ça, avant d'avoir mes filles. J'étais en train de réfléchir à ce que tu me disais par rapport à tout ça, parce que ça me ramène moi aussi finalement, Mmh. je suis un peu dans cette démarche, de réflexion sur, l'éducation, sur, le unschooling et cetera et je pense qu'on a une espèce de pression, à la fois d'extérieur, mais à la fois aussi de notre, rôle de maman, de donner les moyens à nos enfants de se construire une vie, qui soit équilibrée et qui rentre dans les standards et dans les codes et c'est vrai que, on a parfois tendance à perdre un peu le fil dans tout ça et je trouve que c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui de savoir, où est le bon, où est, la limite et du coup, c'est très intéressant d'avoir, ton retour là-dessus. Merci. Si tu avais un livre, un compte Instagram, une chaîne YouTube, peu importe, un compte en particulier, une ressource à partager, qui a pu, t'apporter, que ce soit dans ta vie de nomade, ou alors justement dans cette éducation, de parentalité positive, d'éducation positive, ce serait quoi? Mmh. Alors, au niveau des livres, peut-être les livres de Peter Gray, OK. si je me voilà, qui parlent beaucoup, des écoles de l'éducation démocratique. Heu, Sinon, je vais jamais sur YouTube, donc en fait, je travaille sur internet, mais en dehors, j'y vais pas tant que ça. Je OK. regarde surtout les réseaux sociaux des copains, des copines, mais voilà, surtout au niveau des livres, Ouais. ouais, tout ce qui est, éducation bienveillante, démocratique. Ouais, je vois pas trop là sur le moment. J'aime bien Isabelle Filiosa aussi, pour les plus petits. OK. Je noterai tout ça juste en dessous de l'épisode, en description. OK, super. Valérie, je te remercie. Merci à toi. C'était très intéressant et je te remercie d'avoir pris du temps d'échanger avec nous, sur tous ces sujets. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à le partager à vos proches, à laisser un commentaire et 5 étoiles pour lui permettre de voyager au-delà des frontières. Je suis Aurélie de la famille My Nomade et je vous dis à bientôt.